Le 7 août 1942, à 8h15 du matin, un pilote de la marine nommé James Pug Sutherland se battait pour sa vie au-dessus de l'île de Guadalcanal. Il pilotait un Grumman F-4F Wildcat, un petit avion trapu et robuste qui constituait l'épine dorsale de la flotte américaine. Mais Pug avait un problème. Il faisait face à une ligne de bombardiers japonais et derrière eux, un essaim de zéro plongeait pour le tuer. Il tira son Wildcat dans un virage serré, alignant sa mire sur un bombardier japonais. Il pressa la gâchette. Les mitrailleuses de calibre 650 montées dans ses ailes se déchaînèrent. Des balles traceuses traversèrent l'air, mais le bombardier n'explosa pas. Il ne fuma même pas. Les balles sifflèrent au-delà du fuselage, certaines passant trop haut, d'autres trop bas, d'autres encore passant inoffensivement à gauche et à droite. On aurait dit qu'il arrosait une voiture en mouvement avec un tuyau d'arrosage. Il ne ratait pas sa cible parce qu'il était un mauvais tireur, il la ratait à cause d'un problème de géométrie qui faisait tuer des pilotes américains chaque jour. C'était un problème appelé convergence. Pour comprendre pourquoi les Américains avaient du mal à abattre des avions en 1942, il faut regarder les ailes de leurs chasseurs. Presque tous les avions de chasse alliés, le Wildcat, le Mustang, le Corsair, le Spitfire, avaient leurs canons montés dans les ailes. Ce n'était pas parce que c'était le meilleur endroit pour eux, c'était simplement le seul endroit où ils pouvaient tenir. Le fuselage était rempli par le moteur et le pilote, donc les canons devaient être placés sur les lourds longerons métalliques des ailes. Cela créait un énorme casse-tête pour les pilotes parce que les canons étaient montés à 5 ou 10 pieds du centre de l'avion. Ils ne pointaient pas droit devant. S'ils pointaient droit devant, les balles voleraient en 2 lignes parallèles et ne toucheraient jamais la cible, qui était généralement mince et située en plein milieu. Donc les mécaniciens devaient incliner les canons vers l'intérieur. Ils les harmonisaient pour que les flux de balles se croisent à une distance spécifique, généralement 300 yards. Imaginez que vous essayez de piquer quelqu'un dans la poitrine avec 2 queues de billard tout en vous tenant à 10 pieds l'un de l'autre. Vous devez incliner les bâtons parfaitement pour qu'ils se touchent au milieu. Cela fonctionne bien si la personne se tient exactement là où vous le voulez. Mais dans un combat aérien, personne ne reste immobile. Si l'avion japonais était à 300 yards, il volait dans une scie circulaire. Toutes les balles se rencontraient en un seul point et il s'évaporait. Mais s'il était à 200 yards, les balles passeraient de chaque côté de son cockpit. Le pilote verrait des traceuses encadrer l'ennemi, mais ne touchant rien d'autre que de l'air. S'il était à 400 yards, les balles se croiseraient et s'écarteraient à nouveau, se transformant en un motif de dispersion large et inutile. C'était le piège de la convergence. Il forçait les pilotes à faire de la trigonométrie complexe dans leur tête, tout en subissant 5G et en se faisant tirer dessus. Ils devaient deviner la distance parfaitement. S'ils se trompaient, ils ne faisaient que du bruit. Pour aggraver les choses, les ailes ne sont pas en roche solide. Quand un pilote tirait le manche vers l'arrière pour sortir d'un piqué, les forces G pliaient les ailes vers le haut. Cela tordait les supports de canon. Donc, même si les mires étaient parfaites au sol, dans un virage à forte contrainte, les canons pouvaient pointer 3 pieds trop haut. Les pilotes américains brûlaient des milliers de cartouches de munitions pour obtenir une seule mise à mort, simplement parce que leurs balles refusaient d'aller là où ils regardaient. Pendant que les pilotes de la marine maudissaient leurs canons d'ailes, une équipe d'ingénieurs chez Lockheed en Californie travaillait sur un avion qui brisait toutes les règles du livre. C'était le P-38 Lightning. Il ne ressemblait pas à un chasseur. Il ressemblait à un dessin de science-fiction. Il n'avait pas un seul fuselage, il en avait 3. Il y avait 2 longues nacelles spécifiquement pour les moteurs et une nacelle centrale pour le pilote. Il était énorme, lourd et silencieux. L'échappement était étouffé par des turbocompresseurs, donc on ne pouvait pas l'entendre arriver jusqu'à ce qu'il soit juste au-dessus de vous. Les pilotes qui le virent pour la première fois ne savaient pas quoi en penser. Ils l'appelaient l'échelle volante. Ils l'appelaient l'oiseau à l'air bizarre. La Royal Air Force britannique y jeta un coup d'œil, décida qu'il était trop compliqué et annula sa commande. Il disait qu'un avion de chasse devait être simple et agile. Le P-38 était ni l'un ni l'autre. C'était un bolide construit pour la vitesse et l'altitude, pas pour les virages. Mais la plus grande controverse n'était pas les doubles dérives ni les moteurs silencieux, c'était le nez. Le concepteur, un génie nommé Kelly Johnson, avait regardé le problème de convergence et décidé que c'était stupide. Il ne voulait pas que ses pilotes aient à deviner la distance.
Il ne voulait pas que ses canons fléchissent avec les ailes. Il voulait un fusil, pas un fusil de chasse. Donc, il profita de la forme étrange du P-38. Parce que les moteurs étaient sur les nacelles, la nacelle centrale du nez était vide. Johnson décida d'y entasser tout l'arsenal juste devant les pieds du pilote. Il n'y mit pas juste quelques canons. Il y entassa 4 mitrailleuses de calibre 50 et un énorme canon de 20 mm. Il les regroupa si étroitement que les canons se touchaient presque. C'était un cauchemar pour les mécaniciens. L'espace était si petit que les bandes de munitions devaient être alimentées à travers un labyrinthe de conduits. Le canon était une arme redoutable, tirant des obus explosifs de près d'1 pouce de large. Mettre autant de puissance de feu dans un espace de la taille d'une baignoire semblait excessif. Les experts de l'armée de l'air le détestaient. Ils arguaient que le pilote moyen n'était pas un tireur d'élite. Ils affirmaient que la vibration causée par le tir de tous ces canons à la fois ferait voler le nez en éclats. Ils disaient que dans le stress du combat, un pilote avait besoin de la dispersion des canons montés sur les ailes pour compenser une mauvaise visée. Ils croyaient qu'avoir un motif large de balles était en fait un avantage, comme utiliser un fusil de chasse pour la chasse au canard. Si vous tiriez un flux serré, vous deviez être parfait. Si vous ratiez d'1 pouce, vous ratiez complètement. Ils appelaient le groupe de nez du P-38 une arme de spécialiste, sous-entendant que les pilotes normaux ne pourraient jamais rien toucher avec. Il y avait aussi la peur du canon lui-même. Le canon hispano de 20 mm était notoirement sujet aux enrayages. C'était une pièce de machinerie lourde et capricieuse. Dans les premiers tests, il tirait quelques coups puis se bloquait, laissant le pilote avec seulement les mitrailleuses. Les critiques pointaient cela comme preuve que la conception était trop ambitieuse. Ils voulaient des canons fiables, simples, montés sur les ailes. Ils voulaient ce à quoi ils étaient habitués. Ils regardaient le P-38 et voyaient un gadget, un jouet pour ingénieurs qui échouerait dans la boue et le sang d'une vraie guerre. Mais la guerre n'attendait pas que le débat se règle. Dans le Pacifique, le Zéro japonais faisait des ravages. Il était plus rapide et plus agile que tout ce que les Alliés avaient. Il pouvait virer sur un sou. Les pilotes américains dans leurs lourds P-40 et Wildcats étaient frustrés. Ils plongeaient sur un Zéro, avaient une brève seconde pour tirer, puis regardaient leurs balles éclabousser inoffensivement autour de la cible à cause de l'écart de convergence. Puis le Zéro se retournait et se mettait sur leur queue. Les Américains avaient besoin d'un avion qui pouvait frapper fort et vite. Ils avaient besoin d'un avion qui n'avait pas besoin de virer. Ils avaient besoin d'un bourreau. Les premiers escadrons de P-38 arrivèrent dans le Pacifique avec un mélange d'excitation et de crainte. Les pilotes montèrent dans le cockpit, qui ressemblait plus à une voiture qu'à un avion. Il avait un volant au lieu d'un manche. Il avait des fenêtres qui s'abaissaient. Il était silencieux, et juste devant eux, sous la housse de toile sur le nez, se trouvait le groupe. 4 canons lourds et un canon pointant droit devant comme le doigt du destin. Les pilotes étaient sceptiques. Ils avaient été formés au motif de dispersion. On leur avait appris à anticiper la cible et à arroser la zone. Maintenant, on leur disait d'oublier tout cela. On leur disait que leurs balles voyageraient dans un tube solide de plomb s'étendant droit jusqu'à l'infini. Il n'y avait pas de point de convergence. Que la cible soit à 50 yards ou à 500 yards, les balles toucheraient exactement là où la mire était pointée. Cela semblait bien sur le papier, tout comme la théorie de la convergence avait semblé bien sur le papier. Mais le papier ne riposte pas. Alors que les premières patrouilles décollaient des pistes d'atterrissage poussiéreuses de Nouvelle-Guinée, les pilotes étaient nerveux. Ils pilotaient une machine lourde et complexe contre les chasseurs les plus agiles du monde. Ils savaient que l'échelle volante était rapide. Ils savaient qu'elle pouvait grimper. Mais ils ne savaient pas si ce nez étroit et vibrant pouvait réellement tuer. Ils étaient sur le point de découvrir que les experts avaient tort. Ils étaient sur le point de découvrir que lorsque vous enlevez la dispersion et concentrez la haine, vous ne faites pas que percer des trous dans les avions, vous les déchirez. Pendant que les critiques à Washington débattaient des motifs de dispersion et des erreurs de pilotage, les ingénieurs chez Lockheed savaient qu'ils avaient construit quelque chose qui ignorait les lois de la probabilité. Le nez du P-38 n'était pas juste un support de canon. C'était un défi à la doctrine militaire standard. Dans tous les autres avions de chasse, le pilote jouait un jeu d'angle. Il devait calculer la vitesse de l'ennemi, la chute de la balle et l'angle de ses propres ailes.
C'était une équation désordonnée et chaotique. Mais à l'intérieur du nez du Lightning, les mathématiques étaient dépouillées. En regroupant les 4 mitrailleuses de calibre 50 et l'énorme canon de 20 mm dans un espace à peine plus large que les épaules d'un homme, Kelly Johnson avait créé une interface pointée et tirée pour la mort. La physique de ce groupe de nez était terriblement simple. Dans un Spitfire ou un Wildcat, les balles quittaient les ailes et voyageaient vers l'intérieur, se croisant à 300 yards avant de s'écarter à nouveau. Cela signifiait que la zone de mise à mort, le point idéal où les balles étaient suffisamment concentrées pour faire de réels dégâts, ne faisait qu'environ 50 pieds de profondeur. Si vous tiriez trop tôt, vous ratiez. Si vous tiriez trop tard, vous ratiez. Mais dans le P-38, les balles voyageaient parallèlement les unes aux autres. Elles ne se croisaient pas, elles ne s'écartaient pas. Elles volaient dans une colonne serrée et solide comme les faisceaux d'une lampe de poche, droit jusqu'à la portée maximale de l'arme. Cela changeait tout. Cela signifiait qu'un pilote de P-38 pouvait ouvrir le feu à 1000 yards, une distance considérée comme impossible pour les autres chasseurs, et toujours délivrer une rafale concentrée. Cela signifiait qu'il n'avait pas à s'inquiéter que l'ennemi soit au point de convergence. Que le zéro japonais soit juste devant son visage ou à un demi-mile, le résultat était le même. Si la mire était sur la cible, les balles étaient sur la cible. Les pilotes commencèrent à l'appeler le doigt de Dieu. Vous le pointiez, et tout ce que vous pointiez cessait simplement d'exister. Mais le vrai changement de jeu n'était pas seulement la précision, c'était la densité. La mitrailleuse de calibre 50 était déjà une arme brutale. Une seule cartouche avait la taille d'un marqueur. Elle pouvait percer un bloc moteur. Elle pouvait arracher un bras. Les chasseurs standards en portaient 6 répartis sur les ailes. Quand ils tiraient, les impacts étaient dispersés. Vous pouviez mettre 2 balles dans la queue, une dans l'aile et une dans le cockpit. C'était dommageable, mais ce n'était pas instantanément fatal. Un avion robuste pouvait absorber ces impacts dispersés et continuer à voler. Le P-38 ne dispersait rien. Il délivrait les 4 flux de tir de calibre 50, plus les obus explosifs du canon, dans un cercle de la taille d'une assiette. Cela créait un phénomène connu sous le nom d'effet de scie circulaire. Quand 5 armes lourdes frappaient le même pied carré d'aluminium au même instant, la structure n'avait pas juste un trou dedans, elle se désintégrait. Le métal ne pouvait pas supporter le stress. La vibration et l'énergie cinétique brisaient les longerons. C'était comme prendre un marteau de forgeron contre une vitre plutôt que de jeter une poignée de gravier dessus. Le gravier ébrèche le verre, le marteau de forgeron l'enlève. La pièce maîtresse de cette destruction était le canon Hispano de 20 mm. Ce n'était pas une mitrailleuse, c'était une pièce d'artillerie. Il tirait un obus qui était rempli d'explosifs puissants. Quand il touchait un bombardier japonais, il ne passait pas simplement à travers. Il détonnait à l'intérieur de la structure. Les experts l'avaient détesté parce qu'il était sujet aux enrayages. Mais les mécaniciens dans le Pacifique trouvèrent des moyens de le faire chanter. Ils le graissaient. Ils ajustaient les mécanismes d'alimentation. Et ils apprirent aux pilotes à tirer en rafales courtes et contrôlées. Quand il fonctionnait, c'était dévastateur. Un seul coup du canon suffisait souvent à arracher une aile à un chasseur. Combiné avec les 4 mitrailleuses, il créait une capacité de mise à mort d'1 seconde. Les pilotes réalisèrent rapidement qu'ils n'avaient pas besoin de combattre en duel aérien. En fait, virer avec un zéro était toujours une condamnation à mort. Le zéro était un cerf-volant. Le P-38 était une voiture de muscles. Si vous ralentissiez pour virer, le zéro vous mangerait vivant. Donc les Américains développèrent une nouvelle tactique, le boom et zoom. Ils utiliseraient la vitesse de montée supérieure du Lightning pour monter haut au-dessus de la formation japonaise. Puis, ils basculeraient le nez et plongeraient. Le P-38 était lourd, plus de 15 000 livres, et il tombait comme un coffre-fort. Il descendrait en hurlant des nuages, atteignant plus de 400 miles par heure. Le pilote alignerait un avion japonais dans sa mire. Il ne s'inquiéterait pas trop d'anticiper la cible ou de calculer la convergence. Il mettrait simplement le poing sur le fuselage ennemi et presserait la gâchette pendant 1 seconde. En cette 1 seconde, le groupe de nez cracherait environ 60 cartouches de munitions de calibre 50 et 3 ou 4 obus de canon. À cause de la trajectoire parallèle, les 64 projectiles s'écraseraient sur l'avion ennemi exactement au même endroit. L'effet était horrible. Les ailes se détachaient simplement, les queues s'envolaient,
les réservoirs de carburant se vaporisaient en boules de feu. Les pilotes japonais, qui étaient habitués à voir les traceuses américaines arroser sauvagement autour d'eux, explosaient soudainement avant même de savoir qu'ils étaient attaqués. Puis, avant que les héros survivants ne puissent se retourner pour combattre, le P-38 utiliserait son élan pour remonter dans le ciel, intouchable. La réaction japonaise fut un mélange de confusion et de peur. Ils ne pouvaient pas comprendre comment les Américains les touchaient de si longue distance. Ils étaient habitués aux distances de combat au couteau, des batailles de Wildcat, où vous deviez être assez proche pour voir l'écharpe du pilote ennemi. Maintenant, les avions se désintégraient à cause de tirs pris à un demi-mile. Ils commencèrent à appeler le P-38 le diable à queue fourchue. Ce n'était pas seulement la forme de l'avion qui lui valut ce nom. C'était la façon contre nature dont il tuait. Il ne se battait pas loyalement. Il ne dansait pas. Il exécutait simplement. Mais la courbe d'apprentissage était raide. La scie circulaire était puissante, mais elle exigeait de la discipline. Les pilotes devaient désapprendre leurs vieilles habitudes. Ils devaient arrêter d'arroser et de prier. Avec les canons de nez, vous ne pouviez pas balayer le ciel comme un tuyau d'arrosage pour attraper une cible. Vous deviez être précis. Si votre visée était décalée de 2 pieds, vous ratiez complètement. Les balles voyageaient dans un tube si serré qu'elles passeraient juste sous l'aile de l'ennemi sans égratigner la peinture. C'était une arme tout ou rien. Soit vous détruisiez la cible instantanément, soit vous ne touchiez rien d'autre que de l'air. Cela conduisit à un nouveau type d'entraînement. Les instructeurs disaient aux nouveaux pilotes de traiter le nez de l'avion comme un fusil de sniper. Ne tirez pas avant de voir les rivets, disaient-ils. Mais les pilotes intelligents réalisèrent qu'ils pouvaient tirer beaucoup plus tôt. Ils réalisèrent que le doigt de Dieu leur permettait de tirer sur des bombardiers depuis l'extérieur de la portée des artilleurs défensifs du bombardier. Un bombardier Betty japonais avait un canon de queue, mais il était imprécis à longue portée. Le pilote de P-38 pouvait se placer à 800 yards derrière le bombardier, s'asseoir confortablement hors de portée du tir de retour et retirer chirurgicalement les moteurs du bombardier un par un. L'impact psychologique sur les équipages de bombardiers japonais fut immense. Dans les premiers jours de la guerre, les bombardiers G4 millions Betty avaient parcouru le Pacifique en toute impunité. Ils étaient rapides, avaient une longue portée et détruisaient la navigation alliée à volonté. Maintenant, ils tombaient du ciel en morceaux. Les équipages commencèrent à redouter la vue des silhouettes à double queue. Ils savaient que l'échelle volante ne faisait pas que percer des trous dans leur réservoir de carburant pour créer des fuites lentes. Elle sciait leurs avions en deux. Alors que 1942 se transformait en 1943, les escadrons de P-38 commencèrent à accumuler des scores qui embarrassaient les experts à la maison. Les pilotes à qui on avait dit que les canons de nez étaient étroits et inutiles revenaient maintenant avec des images de caméras de tir qui ressemblaient à des films d'horreur. Le film ne montrait pas la fumée et les étincelles habituelles. Il montrait une annihilation structurelle. Un bombardier volait, et puis en une seule image, toute l'aile droite se séparait du fuselage. C'était violent, efficace et horriblement efficace. Un engagement particulier au-dessus de la Nouvelle-Guinée cimenta la réputation du groupe de nez. Une patrouille de P-38 intercepta un convoi de transport de troupes japonais escorté par des Zéros. Les Zéros essayèrent d'attirer les Américains dans un combat tournant, le piège classique. Mais les pilotes de Lightning les ignorèrent. Ils plongèrent directement à travers l'écran de chasseur et allèrent vers les transports. Un pilote nommé lieutenant Sparks s'aligna sur un avion de transport. C'était une grosse cible lente. Dans un Wildcat, il aurait dû faire plusieurs passages, mitraillant le fuselage, espérant toucher quelque chose de vital pendant que les artilleurs ripostaient. Dans le P-38, Sparks maintint simplement la gâchette enfoncée. Les canons de nez rugirent. Un flux solide de traceuses connecta le nez de son Lightning à la racine d'aile du transport. Cela ressemblait à un rayon laser fait de feu. L'aile du transport ne prit pas seulement feu, elle se détacha. Les lourds longerons, les conduites de carburant, la peau métallique, tout fut sectionné par l'impact concentré de centaines de balles frappant le même cercle de 12 pouces. Le transport se retourna et s'écrasa dans la mer. Sparks se redressa cherchant une autre cible.
Il n'avait même pas utilisé un quart de ses munitions. Il réalisa alors que les experts s'étaient trompés sur tout. La densité de tir n'était pas excessive. Dans une guerre où l'ennemi essayait de vous tuer, il n'y avait pas de choses telles que l'excès. Il n'y avait que le feu ouvert et le rechargement. L'escalade avait commencé. Les Japonais répondirent en ajoutant plus de blindage à leurs bombardiers et en essayant de développer des chasseurs plus rapides. Mais ils ne pouvaient pas corriger le défaut fondamental de leur philosophie de conception. Ils construisaient toujours des avions légers et agiles, destinés à un duel. Les Américains construisaient des plateformes de tir volantes, destinées au massacre. Le P-38 était l'expression ultime de cette philosophie. C'était une machine construite autour d'un canon conçu pour délivrer la quantité maximale d'énergie cinétique dans le minimum de temps. De retour aux bases aériennes, les mécaniciens maudissaient toujours le nez étroit. Changer les bandes de munitions était pénible. Nettoyer le canon était un travail sale qui écorchait les jointures. Mais ils arrêtèrent de se plaindre du concept. Ils voyaient les avions revenir. Ils voyaient les pilotes s'éloigner de missions qui les auraient tués dans n'importe quel autre avion. Et ils voyaient les marques de décompte peintes sur les nacelles de nez s'allonger chaque semaine. La scie circulaire avait faim, et le Pacifique était plein de cibles. Mais le vrai test était encore à venir. Le P-38 avait prouvé qu'il pouvait tuer des bombardiers. Il avait prouvé qu'il pouvait trancher à travers les zéros. Mais l'Empire japonais n'allait pas abandonner le ciel sans combattre. Ils envoyaient leurs meilleurs pilotes, leurs as, sur les lignes de front pour arrêter l'avance américaine. Et parmi les rangs américains, une nouvelle race de pilotes émergeait. Ce n'étaient pas juste des hommes qui pilotaient l'avion. C'étaient des hommes qui comprenaient la géométrie des canons de nez instinctivement. Des hommes comme Richard Bong et Tommy McGuire étaient sur le point de prendre l'échelle volante et de la transformer en l'arme la plus meurtrière de l'histoire de la guerre aérienne. Ils étaient sur le point de montrer au monde ce qui se passe quand on met un fusil de sniper dans un cockpit. Le matin du 3 mars 1943, la théorie du groupe de nez entra en collision avec la réalité de la marine japonaise dans une étendue d'eau connue sous le nom de mer de Bismarck. Le haut commandement japonais avait tout misé sur un convoi massif. 8 navires de transport de troupes, escortés par 8 destroyers et près de 100 avions de chasse faisaient route vers la Nouvelle-Guinée pour renforcer leur position qui s'effondrait. C'était une armée flottante. Contre eux, les Américains lancèrent tout ce qu'ils avaient, mais la pointe de la lance était le 39e escadron de chasse pilotant le P-38 Lightning. Le commandant George Papy Gunn et les autres chefs de patrouille avaient martelé les tactiques dans l'esprit de leurs hommes jusqu'à ce qu'ils puissent les exécuter les yeux fermés. Ils savaient que les zéros japonais attendraient en altitude au-dessus des navires, assurant la couverture aérienne. Dans un avion standard comme le Wildcat, les Américains auraient dû grimper pour les affronter, se faisant entraîner dans un combat tournoyant où les agiles zéros détenaient tous les atouts. Mais les pilotes de P-38 ne montèrent pas. Ils restèrent en altitude, tapis dans le soleil, attendant le moment parfait pour déchaîner la physique de leur arsenal monté sur le nez. À 10 heures du matin, les nuages se dissipèrent, révélant le convoi japonais étalé sur l'eau bleu foncé comme des bateaux miniatures dans une baignoire. Les zéros patrouillaient en cercle paresseux, confiants qu'ils pourraient submerger tout attaquant qui tenterait de s'approcher des précieux transports. Ils ne virent pas les silhouettes à double queue plongeant depuis 6000 mètres. Les P-38 descendaient à plus de 720 km/h, hurlant vers la vitesse terminale de la cellule. Les pilotes ne cherchaient pas à danser, ils cherchaient à trancher. L'engagement commença avec une violence qui choqua les pilotes japonais. Une patrouille de zéro se tourna pour intercepter les Américains en piqué, s'attendant au combat tournant habituel, mais les P-38 ne tournèrent pas. Ils maintinrent leur cap, s'engageant dans une passe frontale. C'est généralement un jeu de poules mouillées, un test de nerfs, où 2 avions volent droit l'un vers l'autre, tirant jusqu'à ce qu'un pilote cède et s'écarte. Dans une passe frontale, le piège de convergence des canons montés sur les ailes est un défaut fatal. Vous devez deviner la distance parfaitement, tout en vous rapprochant à une vitesse combinée de 1300 km/h. Si vous tirez trop tôt, vos balles passent à côté. Si vous tirez trop tard, vous entrez en collision. Mais les pilotes de Lightning n'avaient pas à deviner, ils avaient le doigt de Dieu. À 900 mètres,
plus d'un demi-kilomètre, les pilotes américains ouvrirent le feu. Les mitrailleuses de calibre 450 et le canon de 20 mm éclatèrent à l'unisson. Parce qu'il n'y avait pas de convergence, les balles voyageaient en une colonne parallèle serrée. Les pilotes japonais, qui avaient l'habitude de voir le tir ennemi se disperser inoffensivement à cette distance, se retrouvèrent soudain à voler dans un mur solide de plomb. Le zéro de tête ne prit pas seulement feu, il s'évapora. Les obus explosifs du canon fracassèrent le bloc moteur radial, faisant exploser les cylindres. Les balles de mitrailleuses lourdes transpercèrent le verre du cockpit et le pilote avant même qu'il ne puisse toucher sa gâchette. L'avion se désintégra en plein vol, se transformant en un nuage de confettis d'aluminium et d'huile brûlante. Le P-38 traversa le nuage de débris, le pilote ne touchant jamais le manche, son pouce reposant toujours sur le bouton du canon. Il avait gagné le jeu de poule mouillée avant même que l'autre ne sache que le jeu avait commencé. Ayant percé un trou dans l'écran de chasseur, les Lightnings continuèrent leur plongée vers les vraies cibles, les bombardiers et les transports. Les Japonais pilotaient des bombardiers G4 millions Betty à basse altitude au-dessus de l'eau pour protéger les navires. Le Betty était un avion rapide à long rayon d'action, mais il avait une faiblesse fatale. Ses réservoirs de carburant étaient des poches en caoutchouc non blindées situées dans les ailes. Les pilotes américains les appelaient zippo volants ou briquets à un coup parce qu'ils brûlaient si facilement. Mais habituellement, il fallait s'approcher pour les enflammer. Le lieutenant Richard Bong, un jeune pilote qui se faisait rapidement un nom, visa un bombardier Betty. Il arrivait vite, tranchant depuis l'arrière. Dans n'importe quel autre avion, il aurait dû s'inquiéter du mitrailleur de queue japonais. Un canon de 20 mm dans la queue d'un bombardier pouvait gâcher votre journée si vous restiez derrière trop longtemps. Mais Bong n'avait pas besoin de s'approcher. Il plaça sa visée sur la racine de l'aile droite du bombardier depuis 550 mètres, bien au-delà de la portée efficace du mitrailleur japonais. Il pressa la gâchette pendant exactement 1 seconde. Le nez de son P-38 vibra, tandis que la scie circulaire se mettait au travail. Le flux de tir reliait les deux avions comme une barre d'acier rigide. Les 4 mitrailleuses et le canon frappèrent exactement le même pied carré de l'aile du bombardier. La défaillance structurelle fut immédiate et catastrophique. Le longeron principal, la poutre métallique qui maintient l'aile au fuselage, fut scié en deux par la pure densité de l'impact. L'aile droite du bombardier se replia simplement sur le fuselage. L'avion bascula dans une vrille violente, vomissant carburant et feu. Il heurta l'eau 1 seconde plus tard, faisant des tonneaux dans une explosion massive. Bong se redressa, utilisant l'immense élan de son chasseur lourd pour remonter en flèche dans le ciel. Il n'avait pas seulement endommagé l'ennemi, il l'avait chirurgicalement retiré de la bataille. Il chercha sa prochaine cible. Il lui restait beaucoup de munitions. La bataille se transforma en massacre. Le convoi japonais était piégé. Les P-38 opéraient en toute impunité. Ils plongeaient, détruisaient une cible avec une rafale de précision et remontaient en altitude. Ils démantelaient la couverture aérienne japonaise pièce par pièce. Les pilotes japonais se battaient courageusement, tournant et virant, essayant d'attirer les Américains dans la boue. Mais les Américains refusaient de jouer selon les anciennes règles. Ils utilisaient l'espace vertical, ils utilisaient leur vitesse, et surtout, ils utilisaient ce terrifiant groupe de nez. Un pilote de P-38 se retrouva derrière un zéro frénétique qui virait fort à gauche. Dans un P-40 ou un Wildcat, le pilote aurait dû tirer en avance, visant loin devant la cible, espérant que ses canons d'aile créeraient un motif de fusil de chasse dans lequel le zéro volerait. Mais avec les canons de nez, le pilote suivit simplement l'ennemi. Il attendit que le profil du zéro s'aplatisse pendant une fraction de seconde alors qu'il inversait son virage. Il tira une courte rafale. Les balles frappèrent le fuselage du zéro comme un marteau-piqueur. La section de queue fut sectionnée du reste de l'avion. Le chasseur japonais tomba hors de contrôle, laissant le pilote tournoyer dans un cockpit qui n'était plus attaché à un gouvernail. C'était une démonstration brutale d'énergie cinétique. Le P-38 ne faisait pas de trou, il coupait du bois. À midi, le ciel au-dessus de la mer de Bismarck était dégagé de chasseurs japonais. Ils étaient soit dans l'eau, soit en fuite vers leur base. Maintenant, les P-38 tournèrent leur attention vers les navires. Les transports de troupes étaient des cibles faciles se balançant dans l'eau, leurs ponts bondés de milliers de soldats. Le P-38 n'était pas conçu comme un bombardier en piqué.
Mais avec le groupe de Ney, il n'avait pas besoin de bombes. Il devint la machine de mitraillage la plus efficace au monde. Les pilotes visèrent les navires. Ils plongèrent à un angle peu profond, rasant les vagues. Ils ouvrirent le feu à longue portée. Les obus de canon de 20 mm fracassèrent les coques d'acier minces des transports. Les balles de calibre 50 marchèrent sur les ponts, déchirant le plancher de bois et les hommes qui s'y tenaient. L'eau autour des navires commença à bouillir avec les impacts. Les canons montés sur les ailes standards étaient terribles pour mitrailler les navires. Parce que les canons étaient espacés largement, vous deviez voler directement vers le navire pour le toucher. Si vous essayez de tirer sur une petite cible, comme un canot de sauvetage ou une passerelle, la moitié de vos balles toucherait l'eau de chaque côté. Mais le P-38 dirigeait tout vers un seul point. Les pilotes pouvaient balayer le navire de la proue à la poupe, marchant le tir en plein centre. Ils visaient les passerelles, tuant les capitaines et les timoniers. Ils visaient les salles des machines. Ils visaient les servants de canons anti-aériens. C'était un processus mécanique sinistre. Les pilotes faisaient une passe, se redressaient, faisaient le tour et recommençaient. Les canons de Ney ne s'enrayaient jamais. Les goulottes d'alimentation, que les critiques avaient qualifiées de compliquées et sujettes aux pannes, fonctionnaient parfaitement dans l'air frais du piquet. Le canon, souvent décrié comme peu fiable, martelait avec une cadence régulière et rythmée. Les experts, qui avaient dit que la vibration ferait tomber l'avion en morceaux, furent démentis par chaque épave fumante dans l'eau. Le nez était solide comme un roc. Un pilote rapporta avoir coupé une barge de débarquement japonaise en deux. La barge était en bois, transportant 50 soldats. Le pilote tira une rafale de 2 secondes. Le poids combiné des obus de canon lourds et des balles de mitrailleuse agit comme une tronçonneuse. La barge se fendit littéralement par le milieu, déversant sa cargaison dans l'eau infestée de requins. Ce n'était plus la guerre, c'était l'extermination. Alors que les P-38 rentraient chez eux, leur compteur de munitions indiquant vide. La scène en dessous d'eux était apocalyptique. La mer de Bismarck était couverte de nappes de pétrole, de navires en feu et de débris. Le convoi japonais avait été anéanti. Ils avaient perdu les 8 transports et 4 destroyers. Plus de 3000 soldats japonais étaient morts. Les Américains n'avaient perdu qu'une poignée d'avions. Les pilotes retournèrent à leur base en Nouvelle-Guinée, les bras fatigués d'avoir lutté avec les lourds manches, les oreilles bourdonnant du rugissement des moteurs, mais l'esprit en plein essor. Ils avaient affronté le meilleur que l'Empire japonais avait à offrir, et ils l'avaient écrasé. Ils avaient prouvé que le P-38 n'était pas une échelle maladroite ou une expérience ratée. C'était un prédateur. Quand ils atterrirent, les équipes au sol coururent à leur rencontre. Ils regardèrent les capots de nez des avions. La peinture était cloquée par la chaleur des canons. Les couvertures en toile étaient déchiquetées. La suie de la bouche du canon recouvrait l'avant de la nacelle, mais les avions étaient intacts. Ils ne s'étaient pas effondrés. Ils n'avaient pas mal fonctionné. Les pilotes descendirent en sueur et épuisés, et racontèrent les histoires qui deviendraient des légendes. Ils parlèrent de scier les ailes des bombardiers. Ils parlèrent de faire exploser des zéros hors du ciel depuis un demi-kilomètre. Ils parlèrent de l'effet si circulaire. Le scepticisme avait disparu. À sa place, se trouvait un respect froid et dur pour la machine. Les critiques à Washington pouvaient argumenter sur la convergence et les motifs de dispersion autant qu'ils le voulaient. Les hommes dans le Pacifique connaissaient la vérité. Quand vous voulez tuer quelque chose mort sur le coup, vous utilisez un P-38. Quand les moteurs s'éteignirent finalement sur les pistes d'atterrissage de Nouvelle-Guinée, le silence qui suivit était lourd. Les pilotes des escadrons de P-38 descendirent de leur cockpit, leurs combinaisons de vol trempées de sueur, leurs jambes tremblantes après des heures à lutter avec une machine de 6800 kg dans le ciel. Ils marchèrent vers l'avant de leurs avions pour inspecter les dégâts. Les nez des Lightnings étaient noircis de suie, tachés par l'échappement de milliers de cartouches de munitions. La peinture sur les canons était cloquée et pelée de la chaleur. Mais les mécaniciens ne regardaient pas les dégâts cosmétiques avec inquiétude. Ils les regardaient avec fierté. Ils passèrent leurs mains sur les ports de canons exigus que les experts à Washington avaient tant détestés. Ils savaient que chaque trace de poudre à canon représentait un avion japonais qui ne rentrait pas chez lui. La justification du P-38 ne venait pas seulement des rapports de bataille.
Elle venait des tableaux de score. Alors que la guerre dans le Pacifique s'éternisait, un nouveau type d'as commença à émerger. Ce n'étaient pas les fous du manche et du palonnier de la Première Guerre mondiale qui comptaient sur l'instinct et les tirs chanceux. C'étaient des techniciens. C'étaient des hommes qui comprenaient que le P-38 n'était pas un jouet. C'était une plateforme de tir à haute vitesse. Ils apprirent à le piloter comme une calculatrice, utilisant sa vitesse pour dicter l'engagement et sa scie circulaire montée sur le nez pour y mettre fin. La plus grande preuve de la conception vint sous la forme de deux hommes, Richard Bong et Thomas McGuire. Ils étaient les deux meilleurs as américains de toute la guerre, et tous deux pilotaient le P-38. Richard Bong était un garçon de ferme tranquille du Wisconsin qui avait l'air de devoir livrer des journaux, pas tuer des gens. Il accumula 40 victoires confirmées. Il ne les obtint pas en s'engageant dans des combats au couteau tourbillonnant avec des zéros. Il les obtint en utilisant la vitesse du Lightning pour tendre une embuscade à l'ennemi et le groupe de nez pour les détruire avant qu'ils ne puissent réagir. Il était connu pour s'approcher de près, parfois si près qu'il volait à travers les débris de ses victimes, parce qu'il savait qu'avec les canons de nez, il ne pouvait pas manquer. Tommy McGuire était l'opposé. Il était abrasif, technique et obsédé par les règles du combat. Il écrivit littéralement un livre sur comment piloter le P-38 au combat. Il prêchait l'évangile du groupe de nez. Il disait à ses nouveaux pilotes d'oublier tout ce qu'ils avaient appris sur le tir en déflexion et les motifs de dispersion. Il leur enseignait que le P-38 était un fusil de précision. Il marqua 38 victoires, juste 2 derrière Bong. Ensemble, ces deux hommes prouvèrent que les experts qui qualifiaient les canons de nez d'inutiles avaient complètement tort. Ils montrèrent que dans les mathématiques impitoyables de la guerre aérienne, la seule chose qui comptait était de mettre le maximum de plomb dans le plus petit espace possible. En 1944, le P-38 n'était plus l'oiseau à l'air drôle ou l'échelle volante. C'était le diable à queue fourchue, une machine qui frappait la peur au cœur de l'Empire japonais. Il faisait tout. Il abattait des bombardiers, il mitraillait des navires, il transportait des bombes pour détruire des ponts. Il était même utilisé comme chasseur de nuit, chassant dans l'obscurité avec des nacelles radars attachées au nez. La conception qui avait été rejetée par les Britanniques et moquée par les hauts gradés de l'armée était devenue le cheval de bataille polyvalent du Pacifique. Mais la fin de la guerre apporta un rebondissement cruel pour le Lightning. La technologie de l'aviation avançait à une vitesse folle. Même alors que les P-38 dégageaient les cieux au-dessus des Philippines, les premiers chasseurs à réaction apparaissaient dans les cieux au-dessus de l'Allemagne. Le moteur à réaction changea tout. Il rendit les chasseurs à hélice obsolètes du jour au lendemain. Le P-38, avec ses moteurs jumeaux complexes et sa grande cellule lourde, était soudain un dinosaure. C'était un chef-d'œuvre de l'ère du moteur à piston, mais cette ère se terminait. Quand le Japon capitula en août 1945, les États-Unis se retrouvèrent avec des milliers d'avions de guerre excédentaires dispersés à travers les îles du Pacifique. C'était trop cher de tous les ramener chez eux. Alors, l'armée prit une décision froide et calculée. Ils retirèrent les radios et les canons des P-38. Ils vidèrent le carburant et l'huile, puis ils firent venir les bulldozers. C'est l'une des images les plus déchirantes pour tout amateur d'aviation à imaginer. Des bulldozers massifs poussèrent des P-38 impeccables en piles géantes. C'étaient des avions qui venaient de gagner la guerre. Certains d'entre eux n'avaient que quelques heures de vol au compteur. Ils furent poussés dans des fosses et écrasés. Ils furent brûlés. Ils furent poussés des ponts de porte-avions dans l'océan. Les diables à queue fourchue qui avaient terrorisé la marine japonaise furent transformés en ferraille ou en récifs artificiels. Les pilotes qui avaient confié leur vie à ces machines durent les regarder être détruites comme des ordures. Seule une poignée survécut. Aujourd'hui, il reste moins d'une douzaine de P-38 dans le monde qui peuvent encore voler. Si vous allez dans un musée et vous tenez devant l'un d'eux, vous êtes frappé par sa taille. Il vous domine, un géant à double poutre d'une époque oubliée. Mais si vous marchez vers le nez, vous pouvez encore voir le génie de Kelly Johnson. Vous pouvez voir les 4 trous pour les mitrailleuses de calibre 50 et le port central pour le canon de 20 mm. Vous pouvez voir à quel point ils sont serrés ensemble. Vous pouvez imaginer la vibration, le bruit et la pure violence qui éclataient de ce petit espace quand le pilote appuyait sur le bouton. L'héritage du P-38 n'est pas seulement dans les contes de victoire de Bong et McGuire. Il est dans la leçon qu'il enseigna à l'armée. L'argument sur la convergence contre les canons montés sur le nez fut réglé une fois pour toutes.
Quand l'ère du jet arriva, les concepteurs arrêtèrent de mettre des canons dans les ailes. Le F-86 Sabre, le F-4 Phantom, le F-15 Eagle, ils mirent tous leurs canons dans le nez ou le fuselage directement sur la ligne centrale. Ils réalisèrent que Kelly Johnson avait raison. Vous ne voulez pas un fusil de chasse dans un combat aérien, vous voulez un laser. Le P-38 prouva que l'innovation ressemble souvent à de la folie pour les gens qui sont habitués aux anciennes méthodes. Il prouva que les conceptions étranges sont souvent juste des solutions à des problèmes que personne d'autre n'a encore résolus. Les experts regardèrent le groupe de nez et virent un cauchemar de mécaniciens exigus. Les pilotes le regardèrent et virent un moyen de rester en vie. Ils virent une arme qui ne laissait rien au hasard. Dans une guerre où une fraction de seconde signifiait la différence entre rentrer chez soi et tomber en flammes, le P-38 leur donna l'avantage dont ils avaient besoin. Nous sauvons ces histoires pour nous assurer que le diable à queue fourchue et les hommes qui le pilotaient ne disparaissent pas dans le silence. Nous les racontons parce que nous devons nous rappeler que les outils de la victoire furent souvent forgés face au doute et à la moquerie. Nous les racontons parce que nous devons honorer la mémoire d'hommes comme Richard Bong, qui survécut à 40 batailles dans les airs pour mourir en testant un nouveau chasseur à réaction avant même que la guerre ne se termine officiellement. Ils étaient les pionniers qui poussèrent l'enveloppe jusqu'à ce qu'elle se déchire. Si cette histoire de la scie circulaire et de l'avion qui scia l'armée de l'air japonaise en deux vous a ému, faites-moi une faveur et appuyez sur ce bouton j'aime. Chaque j'aime combat l'algorithme et nous aide à garder ces histoires vivantes. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une plongée profonde dans les machines qui ont gagné la guerre. Nous fouillons dans les archives chaque semaine pour trouver les histoires du matériel et des héros qui ont changé le monde. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Nous voulons entendre les passionnés d'histoire des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie et partout ailleurs. Dites-nous si vous avez déjà vu un P-38 en personne. Avez-vous regardé les canons de nez? Avez-vous réalisé ce qu'ils pouvaient faire? Partagez votre histoire. Vous êtes les gardiens de cette histoire autant que nous le sommes. Merci d'avoir regardé et merci de vous assurer que le diable à queue fourchue ne soit jamais oublié.